Je vais insister sur l'aspect scientifique, les enjeux scientifiques et industriels de la biologie de synthèse. Euh, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire de biologie computationnelle et quantitative à la Sorbonne Université, et je suis également directeur scientifique et cofondateur d'une startup biomemory qui s'intéresse au stockage d'informations sur ADN. Je vais en reparler. Je commencerai par vous dire que toutes les sciences les sciences expérimentales doivent être successivement descriptives, puis analytiques, puis synthétiques. Si je prends l'exemple de la chimie, on a d'abord décrit les éléments trouvés dans la nature, puis avec les progrès techniques, a commencé à les analyser. Et puis, au milieu du 19e siècle, est passé à la phase de synthèse, d'abord pour synthétiser des molécules existantes dans la nature, puis pour faire des nouvelles molécules, telles que les plastiques, par exemple, n'existant pas dans la nature. Et la biologie est en train de passer maintenant, au 21e siècle, à cette phase de synthèse 150 ans après la chimie. Si on y réfléchit, l'analyse, c'est prendre un système complexe, un être vivant par exemple, et le décomposer en ses briques élémentaires. Lorsqu'on analyse ces briques élémentaires, on comprend le fonctionnement du système complexe. La synthèse, c'est exactement le processus inverse, c'est partir des briques élémentaires et construire le système complexe, et en construisant, comprendre ce système complexe. Ce que je veux dire, c'est que la synthèse, c'est une méthode puissante de compréhension, tout comme l'analyse, et que les deux sont complémentaires. Ce rôle de la synthèse dans la compréhension est illustré par cette phrase de Richard Feynman, prix Nobel de physique, qui a écrit What I cannot create, I do not understand, qui illustre que la construction est une méthode de compréhension qu'on peut utiliser pour comprendre différents systèmes. Alors, la biologie de synthèse ou biologie synthétique, c'est la conception et la construction de systèmes biologiques nouveaux. Ça peut être différents niveaux, des nouvelles enzymes, de nouveaux circuits génétiques, de nouvelles cellules, de nouveaux tissus, voire des nouveaux organismes, ou la reconception de systèmes biologiques qui existent déjà. Cette biologie de synthèse, c'est une nouvelle discipline formelle qui est à l'interface entre l'ingénierie et la biologie. L'ingénierie, la construction et la biologie. L'objectif, c'est de concevoir et de construire des systèmes biologiques pour deux raisons principales. La première, c'est pour répondre à des questions fondamentales en biologie avec des nouveaux concepts. C'est la compréhension par la construction. La deuxième, qui est plus visible, c'est la possibilité de créer des systèmes artificiels qui ont des applications en technologie ou en santé. Ces applications sont considérées comme la quatrième révolution industrielle, qui est liée à la convergence de cette biologie de synthèse ou bioingénierie et des sciences exactes et informatiques, mathématiques, physique, chimie, etc. Les enjeux de cette quatrième révolution industrielle, c'est de faire une transition de moyens de production vers ce qu'on appelle le made by biology, c'est-à-dire de produire avec de la biologie ce qu'on fabrique actuellement, que ce soit pour des biotechnologies environnementales, la chimie verte, l'alimentation, les matériaux, l'énergie, la santé, l'agriculture, tous les domaines sont impactés. L'impact potentiel en termes scientifiques, industriels et économiques également est important. Le marché global de la biologie de synthèse est gigantesque. Il est estimé à plus de 3600 milliards de dollars d'ici 2030 à 2040, avec en gros un tiers sur l'aspect agriculture et alimentation, un tiers sur la santé et puis un tiers sur les autres domaines d'application. Cette quatrième révolution industrielle, elle a déjà commencé puisqu'il existe un certain nombre d'applications de la biologie de synthèse qui commencent à être développées et certaines sont déjà commercialisées. On peut fabriquer biologiquement de nombreuses choses. On peut faire des tissus biofabriqués, des bioplastiques, même du biobéton. Il y a beaucoup d'applications dans le domaine agroalimentaire, notamment tout ce qui est agriculture cellulaire, qui consiste à pousser des cellules pour produire de la viande plutôt qu'à élever des animaux. Énormément d'applications en santé, la plus visible étant l'immunothérapie, qui consiste à reprogrammer les lymphocytes T pour leur apprendre à reconnaître
des molécules cancéreuses et réinjecter ces lymphocytes aux patients avec des résultats assez spectaculaires pour soigner des cancers qu'on ne peut pas soigner avec des thérapies plus classiques, mais également beaucoup d'applications sur l'ingénierie du microbiote, le diagnostic ou les vaccins, comme on l'a vu récemment. Il y a énormément d'applications dans le domaine de la cosmétique et des parfums, en particulier pour remplacer les produits biosourcés ou qui sont difficiles à produire ou des produits pétrosourcés qu'on pourrait remplacer par de la biologie. Beaucoup d'applications dans le domaine de la transition environnementale, telles que les biocarburants ou bioremédiation, mais aussi des applications dans le domaine du numérique, notamment pour le stockage d'informations numériques. Et je vais faire un petit focus sur cet aspect-là, puisque c'est un des domaines sur lequel je travaille. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de stocker de plus en plus de données. Le besoin de stockage est en croissance exponentielle. Il y a aujourd'hui la datasphère, c'est-à-dire l'ensemble des données mondiales, est estimée à 64 zeta-octets et devrait tripler d'ici 2025. On ne sait pas du tout comment on va stocker ces données et la façon dont on stocke les données pose des problèmes. En effet, les supports numériques actuels posent des problèmes en particulier environnementaux. Ils sont fragiles. On ne peut pas garder les données indéfiniment sur un disque dur ou sur une clé USB. Au bout d'un moment, les données deviennent visibles. Ça veut dire que dans les data centers, les disques durs sont remplacés tous les 3 ans. Et il y a besoin de beaucoup de matériaux pour fabriquer des disques durs, donc ça crée beaucoup de déchets. Les data centers sont également volumineux. Ça prend énormément de place. D'ici 2040, au rythme actuel, ce sera 1/1000 de la surface émergée, ce qui est vraiment considérable. Et troisième problème, c'est que ces data centers sont extrêmement énergivores. Aujourd'hui, on estime que c'est 2% de la consommation électrique mondiale, et leur empreinte carbone elle est déjà supérieure à celle de l'aviation civile. Et cette empreinte est proportionnelle à la quantité de données. Donc, si on doit multiplier par 3 la quantité de données d'ici 2025, ça impliquera, avec les technologies actuelles, une augmentation de la consommation électrique et de l'empreinte carbone. Au final, c'est la façon dont on stocke les données a un impact environnemental assez catastrophique. Et donc, il faut trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et l'une des solutions, c'est d'utiliser un support qui existe déjà dans la nature, qui est une forme de stockage des données qui n'a pas été inventée par l'homme, mais qui se perfectionne depuis 4 milliards d'années, c'est l'ADN. Parce que si on y réfléchit, l'ADN, c'est un support d'information qui sert à stocker de l'information génétique, mais qu'on pourrait utiliser aussi pour stocker de l'information numérique. Pourquoi on ferait ça? Parce que l'ADN a de très nombreux avantages si on compare à nos supports actuels. Tout d'abord, c'est extrêmement stable. L'ADN est stable pour des millénaires. On a reconstitué des génomes complets vieux de plus d'1 million d'années. L'ADN est extrêmement compact. C'est la forme de stockage la plus dense qu'on connaisse. Si on stockait toutes les données du monde sur de l'ADN, ça représenterait 142 grammes d'ADN, c'est-à-dire le volume d'une tablette de chocolat. Et puis, on dispose de technologies pour stocker l'ADN à température ambiante sans aucun apport d'énergie, alors que les data centers doivent être refroidis et c'est une part importante de leur consommation électrique. Donc, pour toutes ces raisons, on considère que l'ADN, le stockage sur ADN est une solution qui présente de nombreux avantages, en particulier environnementaux, et c'est considéré comme la meilleure solution dont on dispose pour stocker de l'information numérique. Au sein de mon laboratoire, on a créé une technologie qui s'appelle DNA Drive, qui permet de stocker l'ADN, de stocker l'information sur l'ADN, donc ce disque ADN, qui est basé sur la biologie de synthèse, à une capacité limitée. On a montré que ça fonctionnait bien en stockant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sur ADN, qui ont été enregistrés officiellement aux archives nationales. Puis, on a breveté cette technologie. Plus récemment, on a développé une seconde technologie qui vise à remplacer la synthèse chimique d'ADN, qui est pétrosourcée et très polluante, par une synthèse biologique, en utilisant de la biologie de synthèse pour fabriquer de l'ADN, qui a l'avantage également de réduire le coût de la synthèse d'ADN, qui est plus de $1000 le méga aujourd'hui, à moins de $1 le méga. Donc, pour exploiter cette technologie, on a créé une startup qui s'appelle Biomemory et dont la mission est de proposer un stockage sur ADN qui soit économiquement viable en data center avec une empreinte carbone nulle ou négligeable
pour résoudre le problème posé par les data centers. Plus globalement, la biologie de synthèse, elle vise à pouvoir remplacer la pétrochimie, qui sert à produire d'un côté des carburants, mais également de très nombreuses molécules, des polymères, des résines, des additifs, des détergents, etc., qui sont toutes pétrosourcées. L'objectif, ce serait de remplacer ces raffineries pétrolières par des bioraffineries qui utiliseraient des micro-organismes et de la biomasse pour produire exactement le même type de molécules. Alors, classiquement, on utilise pour cela des micro-organismes qui sont des bactéries ou des levures pour produire un certain nombre de molécules, et on a pu démontrer en biologie de synthèse qu'on pouvait produire de nombreuses molécules de cette façon. Le problème de cette approche, c'est que si on doit remplacer toute la pétrochimie par des bioraffineries, on a un problème pour la production de biomasse, parce que cette biomasse qui sert à ces bioraffineries, elle vient de l'agriculture, et les volumes nécessaires font qu'on n'aurait pas assez d'espace cultivé pour produire cette biomasse. Donc, une alternative, ce serait d'utiliser des organismes qui sont comme les cannes à sucre qu'on utilise qui sont capables d'utiliser directement du CO2 et de la lumière, d'utiliser des organismes photosynthétiques, en particulier des microalgues ou des cyanobactéries. Donc, ces microalgues pourraient utiliser directement le CO2 atmosphérique et l'énergie solaire pour produire exactement le même type de molécules, et on pourrait implanter ces bioraffineries basées sur des algues à des endroits où on ne peut pas cultiver. Et donc, ça ne serait pas en compétition avec l'agriculture. Cependant, pour construire efficacement, il faut des outils, et il faut qu'on fasse une transition depuis des outils primitifs vers des outils très standardisés, parce que les outils standardisés sont la meilleure façon de construire de façon efficace. En biologie, on utilisait jusqu'à présent des outils primitifs, voire améliorés, mais pas des outils standardisés. Dans mon laboratoire, on travaille sur cet organisme qui s'appelle Chlamydomonas reinhardii, qui est une algue verte unicellulaire, qui est le modèle des algues, et qui présente de nombreux avantages, dans lesquels on peut faire un certain nombre de manipulations génétiques. Mais tous les outils de biologie moléculaire qu'on utilise, que ce soit les promoteurs, les terminateurs, du CRISPR, ne sont pas standardisés. Donc, la première étape pour pouvoir faire de la biologie chez les microalgues, ça a été de standardiser ces outils. Et donc, dans le cadre d'une collaboration européenne, nous avons développé un kit d'assemblage d'ADN standardisé pour Chlamydomonas, qui s'appelle le MOCLO. Et on a rassemblé un certain nombre de briques, 120 briques au moment où on l'a créé. Aujourd'hui, on est à plus de 350 briques d'ADN. Et ça, c'est la première étape pour permettre de faire de l'ingénierie efficacement. La deuxième étape, c'est de changer la façon dont on fait les expériences. En effet, la construction en biologie aujourd'hui, elle est faite de manière très artisanale. C'est fait manuellement, c'est lent, c'est fastidieux, ça coûte très cher, c'est soumis à pas mal d'erreurs humaines. Alors qu'on doit tester beaucoup de choses parce que on est obligé de construire de très nombreuses souches pour obtenir un résultat, parce que nos modèles prédictifs ne sont pas bons. Contrairement à un ingénieur qui construit un pont, il n'a pas besoin de construire 50 ponts pour garder celui qui tient debout et éliminer les 49 qui s'effondrent. En biologie, c'est comme ça qu'on construit. On construit des centaines de souches pour trouver la bonne souche, celle qui fonctionne, parce que nos modèles prédictifs ne sont pas assez bons. La construction en biologie, dans le futur, elle se fera pas de cette façon-là, elle se fera de manière automatisée. Le design, donc l'ingénierie se fait avec des cycles itératifs qui s'appellent design, build, test, learn. Donc en biologie de synthèse, on construit en utilisant ces cycles d'ingénierie. Le design est assisté par ordinateur. Tout ce qui concerne la manipulation en laboratoire, elle est faite par des robots de manipulation de liquide, des robots de repiquage, des robots d'extraction de culture, d'extraction d'ADN. Et puis ensuite, ces centaines ou milliers de souches qui sont construites sont analysées, sont testées pour vérifier leur phénotype. Et ensuite, on utilise une phase d'apprentissage, donc la phase de learn, qui est assistée par du machine learning, l'intelligence artificielle, des outils mathématiques,
afin de pouvoir améliorer le cycle, améliorer le design pour un second cycle design build test learn. Pour le dire autrement, ces cycles design build test learn sont faits dans des infrastructures dédiées qui s'appellent des biofonderies et dans lesquelles on sépare les humains d'un côté qui se focalisent plutôt sur les tâches intellectuelles et des robots et des intelligences artificielles pour accélérer la construction. Aujourd'hui, il existe une trentaine de biofonderies dans le monde, mais il n'y en a pas en France. Et donc, récemment, Sorbonne Université a décidé de créer la première biofonderie en France afin d'accélérer la structuration de cette filière de bioingénierie du Made by Biology, d'assurer l'accès à nos laboratoires et à nos entreprises à ces technologies de pointe, d'être un moteur d'innovation et de positionner la région Île-de-France comme un acteur mondial des biotechnologies. Donc, cette biofonderie, elle fera de l'ingénierie de bactéries et de levures, comme toutes les biofonderies, mais également de microalgues. Et ce sera la première biofonderie au monde qui fera de l'ingénierie des microalgues. Elle permettra de faire des cycles design build test learn à haut débit et un certain nombre de constructions de chromosomes, de génomes, de circuits génétiques, d'enzymes et de conception de voies métaboliques artificielles pour développer des souches de production. Ça sera piloté par une solution logicielle amplifiée par l'intelligence artificielle et disposera d'un large ensemble d'instruments robotisés. Je dois insister un peu sur l'aspect intelligence artificielle, puisque récemment, donc c'est une publication de janvier 2023, Amiris, qui est une entreprise de biologie, une très grosse entreprise de biologie de synthèse américaine, a mis au point qu'ils appellent un automated scientist, donc une intelligence artificielle qui est capable de gérer ces cycles design, build, test, learn et de créer des voies métaboliques, de créer des souches, de les construire, de les tester, de les analyser et d'optimiser ces souches pour des productions de molécules. Donc, cette intelligence artificielle qui s'appelle Lila, elle gère tout le design et toute l'optimisation du cycle build, test, learn. Donc, elle génère les voies métaboliques pour produire une molécule d'intérêt. Elle identifie toutes les modifications génétiques pour l'optimisation. Elle spécifie le design et le redesign des souches. Et toutes ces trois étapes sont faites en quelques secondes ou quelques minutes. Puis ensuite, via une biofonderie, les souches sont construites et testées et de nombreuses données sont ensuite analysées par cette IA afin d'optimiser le design. Il y a tout de même une intervention humaine pour les étapes clés de décision, notamment pour la phase de learn, comme je le décrivais précédemment. Donc cette intelligence artificielle, elle a été testée pour la construction de souches et l'objectif, ce qui a été demandé à cette intelligence artificielle, c'est de produire 454 molécules diverses. Donc, ça a généré plus de 100 000 designs silico, 1850 gènes ont été synthétisés, des milliers de souches ont été construites, une très grosse quantité d'ADN, des millions de points de données. Il y a eu 105 cycles design, build, test, learn. Et là, au final, en l'espace de quelques mois, cette IA a permis de générer 254 souches produisant des molécules, dont 180 sont des souches, des molécules qui sont non natives de l'organisme. Donc, ça a été fait chez la bactérie Escherichia coli et la levure Saccharomyces cerevisiae. Donc, c'est un premier exemple du rôle que l'IA pourrait jouer dans la biologie de synthèse, couplée bien sûr avec une biofonderie et une capacité de construction amplifiée par des robots de manipulation. Enfin, puisque c'est le thème du webinaire, je voudrais insister sur les apports de la biologie de synthèse pour le développement durable. Donc, la biologie de synthèse, c'est passer à la fabrication par le vivant. C'est intrinsèquement une diminution de l'empreinte carbone de l'industrie, remplacer la synthèse chimique polluante par des usines biologiques ou d'utiliser le vivant comme agent de bioremédiation pour, par exemple, recycler des molécules, dégrader les plastiques avec un certain nombre d'applications
qui ont été publiées récemment. La biologie de synthèse, c'est un changement de paradigme avec un impact énorme et transformatif au niveau du développement durable pour de nombreux champs industriels. Ça a une contribution directe et indirecte à nombreux objectifs de développement durable. Et comme c'est mon domaine d'activité, je voudrais également insister sur l'importance des microalgues. Les microalgues jouent un rôle majeur dans nos écosystèmes. Ils fixent plus de la moitié du CO2 atmosphérique, même si les forêts et les arbres sont plus visibles, les microalgues sont invisibles mais jouent un rôle majeur. Et je suis convaincu qu'elles joueront un rôle majeur aussi dans la transition écologique de nos moyens de production, par leur capacité à fixer du CO2 atmosphérique et d'utiliser la lumière du soleil, sans entrer en compétition avec l'agriculture et donc la production de biocarburants, de bioplastiques, mais aussi de nombreuses autres molécules carbonées avec un intérêt industriel, euh, euh, notamment des alcools, des alcanes, des lipides, des sucres, des pigments, etc. Il y a une première question dans le chat posée par Emmanuel Ferrand sur la lecture en cas de stockage sur ADN. La lecture n'est-elle pas énergivore et en quoi est-ce une démarche éco-responsable de ce point de vue? La lecture de l'ADN se fait avec des séquenceurs d'ADN, c'est les mêmes séquenceurs qui sont utilisés pour séquencer les variants du Covid, par exemple. Alors effectivement, la lecture est énergivore, mais le stockage ne l'est pas, et c'est un des points importants, parce que si on stocke des données qu'on veut garder pour longtemps, on est obligé de remplacer ces supports de stockage régulièrement. On est obligé de maintenir ces supports de stockage à une température contrôlée de 20 degrés. Et plus on les garde longtemps, et plus l'impact énergétique est considérable. L'avantage de l'ADN, comme je l'ai dit, c'est stocke les données pendant des milliers d'années sans avoir besoin de les recopier sur des nouveaux supports, ni avoir besoin de vérifier que les données sont toujours là, et sans avoir besoin de refroidir. Est-ce que vous pouvez préciser d'abord le projet de Sorbonne Université, les échéances, les investissements, qui y participent? Oui, la biofonderie, elle va être créée, elle est en cours de création. Donc, elle a déjà ses locaux, c'est validé par Sorbonne Université, mais pas seulement. C'est un projet à l'échelle de toute la région Île-de-France, avec de très nombreux partenaires, donc les universités scientifiques de toute l'Île-de-France, Saclay, Paris-Cité, Sorbonne Université. L'Université technologique de Compiègne est impliquée dans le projet, mais aussi le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRAE, donc tous les grands organismes de recherche sont impliqués dans le projet pour soutenir cette première biofonderie. Je précise que Sorbonne Université a un site central, mais il y a d'autres sites connectés, notamment à l'Institut Curie, à l'Institut Michaelis, à Jouy-en-Josas et au Génopôle, afin de faire une biofonderie multisite qui pourra avoir la capacité de répondre à nombreux enjeux. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, elle est en cours de création, elle sera officiellement créée d'ici quelques semaines, mais tout est déjà en place et elle est soutenue en grande partie par l'Alliance Sorbonne Université et aussi énormément par la région Île-de-France. C'est un investissement de 10 millions d'euros. Donc Emmanuel Gendreau vous demande à quelle échelle il est possible de déployer ces fonderies. Cela ne reste-t-il pas très marginal par rapport aux besoins et aux enjeux, notamment pour les agrocarburants? Alors, l'échelle des biofonderies, alors je l'ai dit, il y a une trentaine de biofonderies dans le monde. Il y a des échelles très variables. Il y a des biofonderies qui sont toutes petites et qui ont un débit relativement bas. Certaines ne sont pas complètement automatisées et il y a des biofonderies énormes, celle d'Amyris par exemple, ou celle de Ginkgo Bioworks, qui est un autre géant de la biologie de synthèse, qui a 5 biofonderies maintenant, avec des centaines de robots dans chacune de ces biofonderies, et donc qui sont capables de faire des choses à très très grande échelle.
Pour l'instant, ces choses à grande échelle sont concentrées aux États-Unis. Il y a une première biofonderie industrielle qui vient d'être créée en France par le SAFRE dans la métropole lilloise. J'espère qu'il y aura d'autres projets aussi bien côté académique, côté industriel. Et la collaboration entre les académiques et les industriels est importante pour que, effectivement, on ait un déploiement de ces technologies à une échelle suffisante pour répondre à tous les enjeux. Merci. Christian Simon, qui est chimiste à Sorbonne Université, demande à quelle mesure la biofonderie de Sorbonne sera accessible aux chimistes, à la communauté des chimistes. La biofonderie de Sorbonne Université sera accessible à toute la communauté de Sorbonne Université, mais externe. Ce sera une unité de service et donc elle sera totalement ouverte. J'ai d'ailleurs déjà présenté le projet de biofonderie à la communauté chimiste dans le cadre de l'initiative ISIM je suis très favorable à ce qu'on puisse échanger avec les chimistes sur l'intérêt pour les chimistes de la biofonderie. Ok, merci. Emmanuel Ferrand fait référence donc à votre propos sur Amiris, donc le projet Lila, si j'ai bien suivi. Il dit l'entreprise Amiris dans sa communication ne promet rien moins que l'abondance pour tous. Reprenez-vous à votre compte ce genre de promesses? Non, je suis pas un industriel, j'ai pas de marketing à faire sur ce que je suis capable de faire. Je pense que c'est un sujet important sur lequel il y a un retard certain dans l'Union européenne. Je dirais pas dans l'Europe parce que la Grande-Bretagne a déjà 5 biofonderies. Mais il y a un retard certain en Union européenne et en France en particulier. Et donc, vu les enjeux, il me semble intéressant de développer ce type d'infrastructure, de l'offrir à la communauté scientifique en premier lieu, mais aussi de permettre à des projets innovants de s'appuyer sur ce type d'infrastructure pour pour répondre en particulier à des enjeux écologiques et à trouver des nouvelles moyens de production. Est-ce qu'on ne peut pas attendre aussi que les biofonderies rencontrent aussi des limites énergétiques, des conséquences environnementales aussi, Oui, etc. oui. Alors, cette question, elle va au-delà des biofonderies, parce que l'objectif d'une biofonderie, c'est d'arriver à produire, par exemple, une molécule ou de répondre à une question biologique en utilisant de la construction au débit. Une biofonderie, elle n'utilise pas des grands bioréacteurs, c'est pas un industriel. C'est un problème industriel de développer des bioréacteurs qui soient plus performants. Donc, on a des discussions, des accords en cours de signature avec des industriels justement pour produire justement qui s'intéressent à cette question des bioréacteurs pour qu'ils soient plus fonctionnels et qu'ils soient plus capables de monter en échelle plus facilement. Et donc effectivement, ça doit être associé, mais c'est pas directement l'objectif d'une biofonderie qui est de produire les souches, la partie mise à l'échelle la partie est plutôt un problème industriel qui est lié, mais qui ne sera pas fait au sein de la biofonderie, qui sera fait en partenariat avec des industriels. Et du point de vue des conséquences sur l'environnement, des pollutions éventuelles, on pense aux biométhanisations, par exemple, qui peuvent être polluantes. Est-ce qu'il peut y avoir là aussi des pollutions par des organismes ou autres? Le design de ces souches doit prendre en compte, bien sûr, ces déchets indirects et doit permettre de limiter au maximum ces produits associés, ces coproduits non désirables associés. Et donc, l'objectif est s'il y a des coproduits non désirables, de modifier cette souche pour limiter cette production, voire l'arrêter complètement. Je vois une autre question sur les organismes. Oui, en fait, il y a tous les laboratoires de biologie détruisent tous les organismes qui sont modifiés génétiquement, que ce soit pour faire de la biologie de synthèse ou toutes les autres manipulations. Donc, tous ces organismes sont détruits
et ils ne sont pas rejetés dans l'environnement, bien entendu. Ça fait partie de la réglementation, tout simplement. Vous parlez des aspects sociaux, politiques et éthiques de la biologie de synthèse. Et en fait, j'aimerais commencer ma présentation, mon topo, en me focalisant sur une compétition dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui s'appelle iGEM, donc pour International Genetically Engineered Machine Competition. Donc, c'est quelque chose qui, j'étudie, je suis en train d'étudier la biosynthèse depuis 2008-2009, et c'est quelque chose qui m'a surpris dès le début que quand on parle de biosynthèse, quand on regarde les activités, il y a une énorme conférence, une énorme compétition qui rassemble de nos jours des milliers d'étudiants à travers le monde, qui est dédiée à la biologie de synthèse. Donc, c'est quoi cette compétition iGEM? La première photo que vous voyez en haut à gauche, elle montre que disons le rassemblement final, ce qu'on appelle le Jamboree, a été organisé l'année passée à Paris. Donc, pour l'histoire de cette compétition, la première compétition iGEM a eu lieu en 2004. À l'époque, c'était une toute petite compétition, c'était 5 équipes, c'était 31 personnes. Et ça s'est déroulé à Boston. Ça a été inventé, instauré à Boston. Et jusqu'à 2019, donc juste avant le Covid, ça a toujours eu lieu à Boston. Après, avec le Covid, c'était en ligne. Et pour la première fois l'année passée, la conférence iGEM a eu lieu dans un autre pays qui ne soit pas les États-Unis. Et donc, elle a eu lieu à Paris. Donc, je suis allé aussi un peu observer, discuter avec les gens lors de cette compétition iGEM à Paris. Donc, c'était le palais des expositions Porte de Versailles, donc un énorme bâtiment avec en tout un peu plus de 7000 participants qui étaient là. Il y avait 350 équipes de 45 pays, donc vraiment une énorme compétition qui a beaucoup augmenté en volume depuis. En haut à droite, vous voyez un des prix qu'on peut gagner. Donc, ça représente une biobrique. Donc, on vient de le voir, les biobriques, c'est des éléments standardisés. Et l'idée de cette compétition, donc, c'est de générer, de créer un système génétiquement modifié à l'aide de biobriques. En bas, vous voyez une photo, on le voit un peu sur le pull vert turquoise, il y a marqué Judge, et donc c'est une compétition où il y a des juges. Et ça, je trouve aussi un élément tout à fait fascinant. Donc, il y a des prix à gagner, il y a des prix scientifiques à gagner, mais il y a aussi des prix à gagner pour ce qu'on appelle les human practices, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas seulement réfléchir à la science et à la technologie, mais aussi aux enjeux plus sociétaux, politiques de la biosynthèse. Et donc, pour le dire en quelques mots, cette compétition, elle est très intéressante. Donc, c'est à la fois un endroit où on parle de science et de technologie, c'est quelque chose de très aussi festif, ludique. Il y a vraiment une ambiance très positive, très dynamique. Donc, vous voyez, il y a le poster, il y a des conférences, c'est souvent des pitchs, donc des très courtes présentations. J'ai aussi suivi une conférence qui était que dédiée à la responsabilité. Donc, il y avait des sociologues, des philosophes, des gens qui travaillent sur l'éthique. Et aussi, il y a plein de sponsors. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Un des sponsors, par exemple, est un sponsor qu'on vient de voir dans la présentation, c'était Ginkgo Bioworks. Donc, il y a aussi d'autres sponsors qui sont peut-être plus surprenants, comme le FBI américain, qui sont présents aux conférences iGEM depuis presque le début et qui étaient aussi à Paris en 2022. Et donc, je suis allé discuter avec eux. Ils sont très proactifs, dynamiques, veulent se montrer très cool. C'est que vous voyez sur l'image, c'est intéressant, c'est un jeu de cartes. Ils ont fait, c'est pas seulement pour les distribuer aux étudiants présents à iGEM, mais de façon plus générale. Et c'est un peu les cartes, un peu comme des cartes Pokémon ou d'autres cartes où vous voyez, donc pas
une voiture ou un Pokémon, mais une maladie, un virus, une bactérie, avec sa létalité, avec sa façon de se protéger contre ces virus ou ces bactéries. Et donc, quelque chose de très ludique, qui a eu beaucoup de succès apparemment. Maintenant, ils n'en avaient pas à Paris parce qu'ils ont tellement de monde qu'ils n'arrivent pas à imprimer assez de jeux de cartes. Mais qui est aussi, donc c'est pour ça que l'FBI il est là, il est quand même inquiet, conscient des risques qu'il y a. Donc, la compétition iGEM se veut une compétition pour les étudiants, donc c'est aussi une façon de dire que la science, la biologie devrait être ouverte à des gens qui ne sont pas seulement des chercheurs confirmés dans les laboratoires déjà, mais ça veut démocratiser, faciliter, simplifier la science, la biosynthèse. Et donc, il y a potentiellement aussi des risques de trop démocratiser, de trop ouvrir, et donc avec des craintes de bioterrorisme ou d'autres choses. Ici, c'est un slide juste pour vous montrer que les étudiants qui participent à cette conférence, donc ils sont aussi jugés par rapport à leurs human practices, et donc ils produisent par exemple des schémas comme celui-ci. On voit au milieu, donc c'est Hydro, c'est le nom de leur projet, mais c'est quoi le contexte plus général, socioculturel, politique de ce projet. Donc, on peut populariser, vulgariser le projet, on peut interagir avec le public, on peut organiser des rencontres avec les stakeholders, les parties prenantes. Donc, les étudiants sont vraiment poussés à s'imaginer différentes façons de se poser les questions sur les enjeux entre la science et la société. Et donc, iGEM, c'est une conférence qui est doublement intéressante, pardon, c'est une compétition qui est doublement intéressante parce que c'est, comme j'ai dit, c'est à la fois quelque chose de scientifique, technique, mais aussi compétitif, économique, ludique, festif. Et en même temps, c'est souvent l'idée de créer un département ou un labo de biosynthèse dans des universités, par exemple en Europe, a souvent été stimulé par des équipes d'étudiants qui sont allés à cette compétition iGEM et qui par la suite ont vraiment créé et matérialisé une demande, une envie de se lancer dans la biologie de synthèse. Donc c'est souvent avant, il y avait des activités, c'était donc souvent des étudiants, des doctorants, quelques professeurs qui chapeautaient, qui encadraient un peu ces équipes. Donc l'intérêt, il est souvent né, on va dire, du bas vers le haut. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant par rapport à la biosynthèse. Un deuxième élément que je trouve important à rappeler, c'est l'âge de la biologie de synthèse. Et c'est une question que je pose souvent à mes étudiants quand je donne des cours sur la biosynthèse. Donc, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi l'âge de la biosynthèse? Est-ce qu'elle a plusieurs centaines d'années, 50 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans? Et en fait, la réponse, c'est une réponse triple en quelque sorte, parce qu'à la fois, quand on va dans une conférence, et on regarde des chercheurs en biologie, en physique, en chimie parler de la biosynthèse, surtout, j'étais à des conférences en 2008, 2009, 2010 par exemple, et très souvent une référence qui venait, c'était le livre de Stéphane Leduc, qui s'appelle La biologie synthétique. Et donc ce livre, il est très intéressant, donc, du fait qu'il soit vraiment très souvent mentionné par les biologistes eux-mêmes, et il y a à la fois des éléments importants et aussi à la fois des éléments totalement démodés. Par rapport à des choses importantes et intéressantes, il y a par exemple l'affirmation de Stéphane Leduc qui dit « La biologie doit être successivement descriptive, analytique et synthétique ». C'est ce qu'on vient de voir aussi à l'instant. Et donc, on a jugé à l'époque les idées de Stéphane Leduc intéressantes, prometteuse, mais de nos jours, c'est vu comme pas réalistique et pas sérieux. Parce que lui, son idée, c'était d'aller regarder le vivant et de s'intéresser à la croissance des cristaux. Donc, c'était
ne s'intéressait pas vraiment à la vie, le substrat sur lequel il faisait ses expériences, c'était de la matière inorganique. Et donc, ça, c'est pour la référence, on va dire, historique. Donc, le mot existe depuis plus de 100 ans. Il y a un livre qui a un titre qui est évocateur, qui est souvent repris. Au niveau, on va dire, philosophique, ça tient toujours, et au niveau scientifique, ça tient plus, pour aller vite. Après, on peut aussi dire un deuxième élément dans l'histoire de la biosynthèse, c'est toute l'évolution dans les années 70-80 qui ont rendu possible la biosynthèse. Donc, découverte d'ADN, machine PCR et j'en passe. Donc, énormément de techniques et de connaissances en biologie moléculaire qui ont rendu possible la biosynthèse. Après, l'histoire plus récente, c'est la publication de certains papiers très importants en 2000 dans la revue Nature. Et après, ce que j'ai analysé dans mes travaux, c'est comment la biosynthèse est devenue une discipline. Comment elle a commencé à fédérer, à former, à institutionnaliser une communauté autour de cette idée de biosynthèse. C'est ce qu'on a vu avec iGEM. Donc, j'ai dit que le début d'iGEM, c'est 2004 à Boston. La première conférence internationale en biologie de synthèse, c'est aussi en 2004. Et on peut mentionner donc, de plus en plus de projets, d'articles scientifiques et aussi une des façons d'analyser, de suivre l'évolution, la naissance et l'évolution d'une nouvelle discipline, c'est aussi les revues. Donc, on a vu en 2007-2008 des revues spécifiquement dédiées à la biosynthèse voir le jour. Donc ici, c'est un schéma que j'ai repris de Cameron et al. De 2014 qui montre quelques-uns des éléments historiques importants dans la biologie de synthèse. Avec, voilà, dans les années 90, le séquençage automatisé de l'ADN, jusqu'à ce qu'on a vu tout à la droite, la première compétition iGEM et la première conférence internationale sur la biologie de synthèse. Et donc, là, j'ai fait une histoire, on va dire, un peu lisse, un peu trop facile. Donc, on va aller regarder plus aux côtés de la mise en débat et des controverses autour de la biologie de synthèse. Et ça répond en partie à la question de Emmanuel Gendreau sur la naturalité ou l'acceptabilité de ces nouvelles techniques de biologie de synthèse. C'est quoi les défis de la biologie de synthèse? Il y en a beaucoup, il y a des défis économiques, il y a des défis juridiques ou de brevetabilité, il y a des risques potentiels qui sont discutés par rapport à des attentats bactériologiques, etc. C'est surtout aux États-Unis qu'on voit de telles discussions, de tels risques qui soient discutés. Et donc, on a vu, ici c'est en 2010, la biosynthèse faire aussi la une de magazines et de journaux. Et donc, 2010, mai 2010, c'est le moment où Craig Venter annonce en grande pompe qu'il a créé une bactérie dont les parents ne sont pas une vie existante naturelle, mais qu'il a construit lui-même dans son labo. Donc, une annonce très, très médiatisée, très remarquée, très discutée, aussi controversée, parce que malgré la prouesse scientifique de Craig Venter et de son équipe, ce n'était pas tout à fait le cas qu'il a entièrement créé from scratch les organismes sur son ordi. Il a utilisé des châssis déjà préexistants, des cellules déjà existantes. Mais bon, bref, c'est pour dire que la discussion autour de la biosynthèse et la possibilité de créer vraiment des nouvelles formes de vie ont vraiment lancé un grand débat avec plein de couvertures. Donc là, la référence à jouer à Dieu, elle est omniprésente. Et donc, ça pose la question de la morale et du côté éthique de la biosynthèse. Si on peut techniquement utiliser ces techniques pour créer des nouvelles formes de vie, des nouveaux organismes, est-ce qu'on
peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on voudrait le faire, est-ce que c'est une bonne idée nécessairement de le faire. Donc, c'est ces questions-là. Ici, je vous ai mis la couverture d'un rapport du ETC Group. Le ETC Group, c'est une ONG canadienne qui est relativement critique par rapport à la biologie de synthèse, qui est aussi à l'origine d'un mot que vous avez peut-être déjà entendu, le gène Terminator, pour dire, voilà, il y a des multinationales comme Monsanto ou Bayer qui font en sorte que, voilà, on achète une semence, on cultive la plante, et après on ne peut pas reproduire cette plante à partir de la semence que la plante elle crée. Donc c'est pas fertile, la plante n'est plus fertile. D'où le gène, d'où l'utilisation du terme Terminator. Ce n'est pas Bayer Monsanto qui a utilisé ce terme, mais c'est ETC qui a, à l'époque, utilisé ce langage pour critiquer ouvertement les OGM. Et c'est la même chose pour la biosynthèse, donc ils parlent de Extreme Genetic Engineering et disent, en amont, le rapport, c'est un peu d'éveiller pour dire qu'il faut ouvrir le débat, ce n'est pas seulement la question des coûts-bénéfices et du risque, mais la biosynthèse pose plein de questions sur l'éthique, la morale, la culture, l'économie, etc. Et donc, ils vont aussi faire des posters comme celui que vous voyez à droite pour montrer et vraiment continuer à critiquer les liens qu'il y a déjà entre l'industrie et la recherche. Il me reste une dizaine de minutes, c'est ça ou Un peu moins, Morgane, on va dire 6 minutes. 6 minutes, ok. Donc, quelques mots sur la politique scientifique en France. Donc, c'est depuis une dizaine d'années qu'on voit une volonté des pouvoirs publics vraiment de développer, mais aussi de réfléchir à ce développement de la biosynthèse. Donc, je vous ai mis la couverture de 2 rapports importants. Un rapport de la Stratégie nationale de recherche et d'innovation, SNRI, et un autre rapport de l'OPEX, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Que disent ces rapports? Donc, ces rapports parlent des applications potentielles de la biosynthèse au niveau des outils et méthodes diagnostiques, des thérapeutiques, des nouveaux matériaux innovants, les nouveaux marchés. Et donc, on parle de nouvelles révolutions industrielles, un terme qui apparaît 16 ou 17 fois dans le rapport de l'OPEX. Donc, d'un côté, vraiment des promesses, une rhétorique très positive sur les applications et le futur de la biologie de synthèse. Après, il y a quand même aussi des discussions sur les enjeux, le contexte un peu plus controversé de la biosynthèse, qu'il faudra réfléchir sur le lien entre science et industrie, qu'il faudra penser à maîtriser les risques, qu'il faudra aussi, pas seulement innover, mais aussi innover de façon responsable. Ça, c'est aussi un terme qui est à la mode depuis une dizaine d'années, donc toujours parler d'innovation responsable. Et il faut une discussion publique. Il faut imaginer, équiper un débat public sur la biologie de synthèse. Et donc, on voit dès les années 2008-2009 des débats sur la biosynthèse être organisés en Angleterre, par exemple dans le cadre du Synthetic Biology Dialogue, dans plusieurs villes en même temps. On a vu des associations qui n'existent plus maintenant, qui s'appelaient Vivagora, aussi créer des débats publics en 2009. Et donc en 2011-2012, les pouvoirs publics français disent qu'il faut vraiment un débat qui soit réel, transparent, serein, apaisé, constructif. C'est des mots que je prends des 2 rapports que je vous ai montrés. Et donc, ils disent qu'il faut discuter en amont avec une pluralité d'acteurs. Et donc, pourquoi vraiment cette focalisation sur le côté transparent, serein, apaisé, constructif?
Donc, je crois qu'il est important et intéressant de souligner le fait qu'il faut replacer ce débat dans son cadre historique plus large. Et quand on voit cette discipline en train d'émerger, la biosynthèse, on pense probablement tout de suite aux OGM. Et on voit aussi à travers ces mots, réel, transparent, serein, une peur des pouvoirs publics de voir à nouveau un débordement ou un conflit quand même assez virulent entre ceux qui veulent promouvoir la biosynthèse et les opposants. Et donc, voilà, une stratégie pour éviter les controverses, voilà, éviter les controverses comme ceux autour du nucléaire aussi, etc. Et pour ce faire, donc, le gouvernement a commandité un rapport pour penser ce débat public sur la biosynthèse. Le rapport en question, il a préconisé 3 étapes: créer un observatoire, lancer un forum de discussion et après faire une conférence de citoyens. La première étape, donc il y en a une sur 3 qui s'est matérialisée, à savoir la création d'un observatoire de la biosynthèse, Conservatoire national des arts et métiers, en 2012. Mais comme on va le voir, cet observatoire de la biosynthèse a une vie très courte. Donc l'idée, c'était d'avoir un dialogue, d'avoir dans un premier temps au moins une dizaine de débats publics sur la biosynthèse. Et après, donc, comme je vous ai dit, avoir un débat plus large, une conférence citoyen. Mais le premier débat, dès le premier débat, il y a eu un gros souci. Et c'était vraiment, pour moi aussi, c'était quelque chose assez surprenant. Donc, je suis habitué en tant que sociologue de faire des entretiens, d'observer plein d'interactions, de situations différentes. Mais je n'avais jamais encore assisté à un débat comme celui-ci. Donc, j'étais assis dans une salle au CNAM. Il y avait entre 100 et 120 personnes présentes. La conférence était censée commencer. Mais là, soudainement, le chaos total. Il y a des gens qui mettent des masques de singes, qui sortent des sifflets, qui montrent des banderoles comme non à la vie synthétique, qui commencent à mettre des autocollants sur les murs, sur le sol, à montrer des pancartes, fermer les Génopoles et le CRA, après on débattra, participer, s'accepter, etc. Et donc, ça m'a vraiment surpris, interpellé. Donc, j'ai par la suite su que ce groupe de manifestants, c'était un groupe qui s'appelle Pièces et main-d'œuvre, qui est déjà très critique face aux nanotechnologies. Et là, c'est la première fois qu'ils s'en prennent à la biologie de synthèse. Et donc, j'ai analysé cette scène aussi, ces discussions, ces débats, ces controverses aussi dans mes travaux. Mais donc ça, c'est, disons, l'élément le plus critique ou radical que j'ai analysé depuis une quinzaine d'années. Donc, d'un côté, pour schématiser un peu, simplifier un peu, donc il y a plein de promesses, il y a tout un discours, une rhétorique très positive autour de la biosynthèse. Il y a toute une pluralité de débats au niveau politique, au niveau sociétal, dans les médias. Et après, il y a des critiques qu'on peut qualifier de vraiment radicales, frontales et totales. Donc, Pièces et main-d'œuvre, ce collectif, il ne faut même pas faire des débats sur la biosynthèse. Moi aussi, je me suis fait violemment critiquer et accuser parce que j'ose parler, réfléchir sur ces débats. Et après, voilà, j'en finis là. Donc, il y a eu aussi plein de débats sur CRISPR-Cas9 et la naissance de bébés dont le génome a été modifié par un chercheur chinois. Donc, ça a été discuté en 2018, fin 2018, un sommet international sur l'édition génomique humain. Et donc, pour conclure, un slide de conclusion. Donc, on peut dire que c'est pour ça que je la trouve intéressante, la biosynthèse, on peut la qualifier d'un nouveau type de communauté scientifique. Parce que les étudiants, les chercheurs, les labos ne réfléchissent pas seulement à la pratique scientifique, technique à elle-même, mais on se pose aussi la question, dès le début, dès l'émergence de la biosynthèse,
à comment débattre avec le public, comment imaginer ce qu'on appelle ces human practices, réfléchir dans des débats à travers le rapport de l'OPEX aux enjeux éthiques, légaux et sociaux. On se pose des questions sur la marchandisation, sur les brevets. Et donc, à la fois, la biosynthèse, c'est quelque chose de très prometteur, avec une rhétorique sur les promesses, mais aussi de contester, de controverser. Et donc, en un mot, ma proposition, c'est de dire que la biosynthèse, c'est pas seulement une autre façon de faire de la science, mais aussi une autre façon de faire communauté. Juste peut-être pour rebondir sur votre conclusion, quand vous dites que finalement c'est une autre communauté scientifique, ce qui était frappant dans l'exposé de Stéphane Lemaire, c'est qu'en fait on voit apparaître une communauté qui n'est pas seulement scientifique, mais qui dépasse les chercheurs universitaires en quelque sorte, puisque l'industrie se saisit de ces enjeux et de ces productions. Donc comment est-ce que vous analysez justement ce passage qui est maintenant matérialisé par des systèmes d'automatisation où l'intelligence artificielle vient aussi en support? Comment est-ce que vous analysez ces évolutions relativement récentes de cette communauté qui finalement n'est plus seulement scientifique, mais est une communauté scientifico-industrielle, on pourrait dire? Là, je renvoie à des travaux de Benjamin Rimbaud, un chercheur qui a fait sa thèse justement sur ces questions-là, le lien entre l'industrie et la recherche. Disons, dans mes travaux, c'était quelque chose que je n'ai pas vraiment analysé. Moi, c'était plutôt me placer à l'intérieur. À l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à la biosynthèse, j'étais en Angleterre en train de faire un postdoc et on était dans un projet collaboratif. Donc, il y avait des sociologues et il y avait des chercheurs en biologie de synthèse. Et ma question de recherche, c'était voilà, comment on fabrique une nouvelle communauté, comment on institutionnalise la biosynthèse et comment aussi on imagine le dialogue entre biologistes et des gens comme moi, des sociologues. Et le côté, voilà, c'est vrai, le côté industriel, les liens industriels scientifiques, c'est quelque chose qui est monté en puissance plus récemment et c'est pas quelque chose que j'ai directement analysé dans mes travaux. Et maintenant, voilà, pour être franc, je travaille plus sur l'édition génomique depuis les 4-5 ans. Ok, merci Morgane. Alors une question d'Emmanuel Gendreau dans le chat. En tant que scientifique, comment appréhender les mésusages qui pourraient apparaître ensuite de l'utilisation de la biologie de synthèse? Je crois un exemple pourrait être l'exemple anglais où, suite au débat public sur la biosynthèse, on a fait des recommandations et de nos jours, si un chercheur veut faire un projet en biosynthèse et l'envoyer à un des Research Council, par exemple le PBSRC, donc c'est le conseil de recherche qui finance les recherches en biologie, ils doivent faire figurer au début du projet justement ces questions de risques potentiels, mésusages, les utilisateurs, donc l'impact. Et donc, ça peut être institutionnalisé dans les agences qui donnent les financements. Ça, c'est une façon ça peut aussi être des formations dans les laboratoires. Ça peut être en participant, que les chercheurs participent à des débats à la radio, à la télévision, dans les médias. Mais je crois qu'il y a différentes façons de pousser à plus de réflexivité, à la fois institutionnelle, on demande aux chercheurs d'expliciter ces dimensions sur lesquelles j'ai parlé. Donc, éthique, souvent on dit ELSI pour Ethical, Social and Legal Implications. Et donc à la fois instaurer ça au niveau institutionnel et organiser une réflexivité, des débats, des discussions au sein de laboratoire et entre chercheurs. Ouais. En fait, la question, c'est la question de l'imaginaire par rapport à ces technologies et les références qu'on peut avoir. Or, les références que l'on a, c'était Soleil Vert, qui était d'ailleurs supposé se passer en 2022, si je me souviens bien. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel travailler et trouver un juste milieu entre peut-être des choses qui sont survendues, parce que moi, ce que je lis, alors c'est probablement des industriels, mais c'est difficile à entendre sur le fait que ça va résoudre tous les problèmes du monde. Je trouve ça excessif aussi. Et à l'inverse, les opposants sont aussi excessifs. Et est-ce qu'il n'y a pas un imaginaire à construire à la fois avec de la pédagogie et des choses et rendre le côté attrayant et compréhensible
Ce que je mentionnais aussi, c'est que finalement, l'inscrire dans une histoire plus large, dire que la biologie de synthèse est quelque part la continuité de la domestication du monde vivant, animal et végétal, ça peut être intéressant de l'inscrire dans une histoire avec des capacités nouvelles, peut-être. Non, c'est une question tout à fait pertinente et justifiée. Donc, vous avez déjà donné un élément de réponse. Une façon de penser ce plus juste milieu, entre guillemets, c'est d'historiciser la biosynthèse en faisant une histoire à la fois plus longue, mais aussi en comparant la biosynthèse aux nanotechnologies et d'autres évolutions en biotechnologie. Comment penser ce juste milieu? Je vais donner quelques éléments de réponse, peut-être on peut les détailler un peu plus. Donc, une façon, c'est de se poser la question de ce qu'on met derrière le terme innovation responsable. Et donc ça, c'est une façon un peu de complexifier et problématiser ce que c'est l'innovation. L'innovation, ce n'est pas seulement quelque chose de technique, c'est ça, pas seulement forcément du progrès, mais il y a aussi, il peut y avoir des conséquences sur l'environnement, la santé, des effets secondaires auxquels peut-être on n'avait pas pensé. Et donc, donc c'est aussi quelque chose qui est très mise en avant par la Commission européenne, cette idée d'innovation responsable. Et ça, c'est une façon d'essayer de complexifier et de réfléchir à cette problématique. Pour dire à la fois, il faut penser à la science, mais aussi, ça peut avoir des conséquences négatives pour des paysans. On peut avoir ce qu'on voit déjà aussi très bien dans le milieu agricole, des monopoles de BASF, Bayer, Monsanto, Syngenta, etc., qui dominent vraiment le marché. Donc ça, c'est une façon de... Après, les films, voilà, le Soylent Green, c'est un très bon film. Je pense aussi à Bienvenue à Gattaca, qui pose aussi la question du savoir génétique sur les personnes. Si on peut savoir nos prédispositions, par exemple, à attraper certaines maladies, est-ce que c'est une connaissance qui devrait être partagée, commercialisée? Comment imaginer les assurances dans ce cas? Donc, c'est vrai, la fiction, la science-fiction, c'est aussi des façons où on peut mettre aussi le bioart dedans. C'est aussi une façon de se poser la question des impacts plus culturels et plus larges d'une science sur la société. Je voulais faire le lien justement entre les deux exposés. Si je résume, je résume à gros traits ce que Morgan Mayer nous a dit, c'est que finalement, les outils de gouvernance, la façon dont le gouvernement ou les gouvernements successifs ont réfléchi à cette problématique pour éviter de susciter des oppositions trop bloquantes, finalement, ça ne marche pas. Ils étaient en retard d'un train ou d'une époque, puisque de toute façon, pièces et main-d'œuvre s'est manifesté et empêche d'une certaine façon un débat serein. Mais est-ce que pièces et main-d'œuvre eux-mêmes ne sont pas en retard d'un train? Et c'est ça la partie qui s'adresse peut-être à Stéphane Lemaire. Aujourd'hui, il faut 10 millions, le CEA, Sorbonne Université et le CNRS et tous les grands organismes et toutes les infrastructures d'Île-de-France pour arriver à mettre en place une biofonderie. Mais on voit déjà des gens qui parlent de miniaturiser ou de démocratiser les biofonderies. Il y a déjà des hackers qui sont sur la brèche pour essayer de pirater, par exemple, les séquenceurs en leur envoyant des séquences d'ADN trafiquées exprès pour faire planter les ordinateurs. Il y a des gens qui déjà pensent que on ne pourra pas arrêter la dissémination de ces technologies parce que c'est juste une question d'information. Et d'ailleurs, l'argument le plus fort pour dire que ça va se faire, c'est que c'est aussi ça qui permet de s'affranchir justement des grands acteurs industriels.
Oui, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment de garage bio ou d'utiliser de la biologie en dehors des sites, des lieux classiques d'utilisation de la biologie. Euh, je voudrais quand même relativiser ça. C'est pas, on compare souvent ça à l'informatique, à Bill Gates dans son garage en train de bricoler un ordinateur. Faire de la biologie, ça demande quand même des moyens beaucoup plus conséquents. Vous l'avez cité, pour créer une biofonderie, il faut des moyens énormes. On- et même pour faire du bricolage à plus petite échelle, il faut quand même des moyens importants, des connaissances importantes. C'est très difficile de faire de la biologie en dehors. Il y a eu un certain nombre d'initiatives pour créer des labos communautaires. Ça demande une structure qui est difficile à mettre en place en dehors d'un laboratoire fait pour, et les moyens, faut vraiment beaucoup de moyens. Quelque chose qui m'intéresse, que je suis aussi en train d'analyser depuis une dizaine d'années, donc l'essor, l'émergence de la biologie de garage, ou on parle aussi de do-it-yourself ou de biohacking. Donc, pour donner quelques chiffres, c'est à nos jours, il y a une cinquantaine de laboratoires communautaires qui existent à travers le monde, surtout dans les grandes capitales des pays de l'Ouest, mais pas que. Pour donner un chiffre sur les gens qui pratiquent cette biologie de garage, on va dire c'est entre 3 et 5 000. Ça, c'est des chiffres qu'on voit si on regarde le forum de discussion sur la biologie de garage. Après, oui, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Il y a beaucoup de hype, aussi beaucoup de promesses dans ce domaine. C'est des gens qui en moyenne travaillent 4 à 7 heures par semaine sur des projets, donc il y a souvent peu de moyens. Mais quand même, on voit des publications voir le jour. J'ai moi-même aussi fait un article avec le fondateur de la Paillasse à Paris, et on a eu des projets comme le Real Vegan Cheese, donc l'idée de faire un fromage végan, ou un projet qui s'appelle Open Insulin Project, donc de faire de l'insuline de façon ouverte, non brevetée. Ou encore un troisième exemple, c'est l'exemple de Pili, P-I-L-I. Donc c'est un projet qui a vu le jour à la Paillasse à Paris. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'encre biodégradable. Et donc, Pili, après, est devenu une start-up. Et maintenant, elle a déménagé, il n'est plus à la Paillasse, mais elle est à Toulouse Biotech. Et donc, on voit quelques projets, quelques publications. Et dans nos analyses qu'on a fait avec un collègue ici au CSI, on a vu qu'il y a quand même il semble y avoir moins d'activités. On voit beaucoup moins de discussions sur les listes de discussions. Et je crois que le mouvement est un peu en train de s'essouffler, mais c'est un truc à confirmer. Oui, donc j'ai demandé une petite place dans le débat pour la société civile, et je vais essayer dans ces 3 minutes imparties et accordées à la société civile de faire comprendre pourquoi c'est important. Ça fait plus de 20 ans que le GIET et le FNE sont engagés dans le dossier des biotechnologies et que je les représente dans les instances officielles d'évaluation. Alors, j'ai fait un petit programme là qui place 25 000 points de manière aléatoire sur mon écran, et voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a des points et puis c'est tout. Alors, j'ai fait un deuxième tirage et voilà le résultat. Et j'ai l'impression que vous ne me croyez pas quand je dis que cette combinaison des points est issue d'un tirage au sort. Et bon, vous avez raison, évidemment. Pourtant, cette image, elle comporte également 25 000 points et le hasard peut parfaitement la réaliser. Et en plus, la probabilité de sortie de cette image-là est strictement égale à celle-ci. La raison de votre étonnement justifié, c'est que la catégorie générale de ce qui a du sens, qui a une forme, une organisation, elle est immense pour nous, on est bien d'accord. On peut représenter toute l'humanité avec mes 25 000 points, mais c'est complètement négligeable par rapport à la catégorie du non-sens, du n'importe quoi. Dans un tirage au sort, il est donc invraisemblable que quelque chose d'organisé soit produit. Et pour mieux comprendre ce que ça veut dire, il n'est pas mauvais de resituer quelques chiffres. L'âge de l'univers mesuré en secondes, qui est quand même beaucoup, c'est 10 puissance 17. Nombre de virus sur Terre, 10 puissance 31.
Ça, c'est pour les gens qui s'imaginent pouvoir faire de l'évaluation de ce qu'ils peuvent mettre dans la nature. Est-ce que vous êtes vraiment capable d'aller savoir ce que vos nouveaux produits vont faire par rapport aux 10 puissance 31 virus qui existent sur Terre et autant dans la mer? Je ne le pense pas personnellement. Le nombre d'atomes dans l'univers, c'est complètement énorme, 10 puissance 80. On a un ami qui s'appelle Nicolas Boulot, qui fait d'ailleurs partie du GIEC, et qui a publié un bouquin que je vous recommande très vivement, et qui s'appelle « La révolution combinatoire de la biologie et ses dangers ». Et pourquoi? Parce qu'effectivement, là, j'ai donné des chiffres de ce qui est énumérable. Mais en biologie, on a affaire à des combinatoires, même si on ne voit qu'une des réalisations de ces combinatoires. Il s'est amusé à calculer le nombre de variants possibles du premier chromosome humain. Ça pourrait être le 3e chromosome de cheval, on s'en fout, c'est un exemple. C'est 10 puissance 133 millions. Il y a des gens qui prétendent faire de l'évaluation avec un potentiel de ces tailles-là. C'est à ça qu'on a affaire. La vie, elle fait partie de ce tout petit ensemble ultra minuscule de l'organisé. C'est la tête d'Einstein de tout à l'heure et c'est tout. Elle est constituée, elle se maintient par des limites, des restrictions qui empêchent l'intrusion de l'énorme, gigantesque, incommensurable catégorie du non-sens. Ce sont des limitations historiquement mises en place par un processus d'émergence récursive multi-échelle qui nous permet à nous d'exister sur cette terre. Quand on veut faire, on achète une maison, il y a 2 petites pièces, on veut faire une grande pièce. En principe, on ne se précipite pas sur le marteau-piqueur. On demande à un architecte si le mur est porteur. Les biologistes de synthèse s'arrogent le droit de transgresser des restrictions fondamentales mises en place par l'évolution de la vie. Est-ce qu'ils ont préalablement consulté un architecte et est-ce que cet architecte est disponible? De quel droit peuvent-ils montrer une telle insouciance de nos vies? On ne peut plus aujourd'hui se prévaloir des succès des technosciences pour imposer la suprématie du mode de pensée qui les fonde. C'est difficile de répondre à ce point-là en quelques secondes. Peut-être il faudrait qu'on se rencontre et qu'on discute pour aborder le sujet en détail. Je pense qu'il y a un certain nombre de méconnaissances de ce que c'est que la biologie et la biologie de synthèse, de ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout la réalité de ce qu'on vit et donc et de la science qu'on fait et méconnaissance aussi des possibilités de la biologie de synthèse et des technologies qu'on utilise et des précautions qu'on prend aussi également. Donc, je pense que ça nécessiterait d'un échange beaucoup plus approfondi et beaucoup plus sur les possibilités et ce qu'on fait vraiment en biologie de synthèse plutôt que de voir ça comme une science qui peut tout faire. On ne peut pas faire grand-chose, en fait, dans les faits. Ça reste très limité et on joue pas les apprentis sorciers. On essaye vraiment de prendre toutes les précautions nécessaires pour pas faire de l'ingénierie du vivant tous azimuts ou créer de nouvelles formes de vie. C'est pas du tout ce qu'on fait. Mais je suis tout à fait ouvert à en discuter et à pouvoir échanger de façon plus détaillée sur ce que c'est que la biologie de synthèse. Je vais laisser Morgane répondre également. Merci, M. Jacquemart, pour vos propos. On pourrait dire que vos propos, c'est un plaidoyer pour plus d'humilité, voilà, pour replacer les sciences dans leur contexte plus large par rapport à la nature, à l'aléatoire, aux possibilités qui existent pour comprendre, recomposer, hybrider le monde. Et je trouve que vos propos donnent aussi une réponse possible à une question de Jacques de Gerlach. Donc, pourquoi on ne pose pas des limites, une gouvernance avant la survenue d'abus ou des choses sensibles? Comment on ne fait pas tout ça en amont? Et on voit bien que
on pourrait essayer de penser à tous les risques, à toutes les possibilités, etc. en amont, mais en fait, la nature, elle est trop complexe et trop... voilà, c'est difficile. Je prends d'autres exemples. Les discussions actuelles sur l'intelligence artificielle, les discussions actuelles sur les drones. Un exemple de la fiction, mais que j'aime bien aussi, le film Jurassic Park. Tout ça, ça montre que c'est très difficile, voire impossible de prévoir toutes les conséquences, tous les impacts d'une innovation scientifique et technique. On peut essayer de réfléchir, de mesurer, etc. Ou même on peut se dire aussi, comme le cas de l'édition génomique avec He Jiankui, donc le chercheur chinois qui a quand même modifié les embryons humains de jumeaux, il y avait un consensus scientifique international pour ne pas faire ça. Et donc, malgré le fait qu'on en discute en amont, ça n'a quand même pas empêché quelques chercheurs. Il y avait aussi un chercheur russe qui voulait faire la même chose. Ça n'empêche pas certains chercheurs quand même de faire ça, même si c'est qualifié de illégal, irresponsable et tout ce que vous voulez par la communauté scientifique internationale. Si je peux faire un petit commentaire par rapport à ceci, dans le domaine de la chimie de synthèse, il a fallu 50 ans au moins pour qu'on fasse de la réglementation pour limiter les effets des produits chimiques, après qu'on en ait constaté des catastrophes invraisemblables et qu'on ne maîtrise toujours pas. Mais là, on a quand même arrivé à faire une réglementation internationale, nationale, REACH et compagnie, qui permettent quand même de canaliser les risques à l'avance un petit peu. Alors, je suis bien d'accord qu'on ne peut pas imaginer à l'avance tout ce qu'on pourrait inventer d'un point de vue biologie de synthèse, mais c'est comme le règlement par rapport aux délits normaux. Ce qu'on peut faire quand même, c'est quel que soit le type de délit, c'est les conséquences de ces délits qu'on peut rendre punissables. Quelle que soit la manière de tuer quelqu'un, le fait de tuer quelqu'un est une chose. Alors l'autre aspect que je disais, est-ce que de cette manière-là aussi, est-ce que le brevetage du vivant est quelque chose de raisonnable? Est-ce qu'on a le droit de s'approprier une partie du vivant dont nous sommes tous partis? Est-ce que ça ne serait pas une manière de pouvoir réglementer aussi ou limiter certains abus que d'empêcher l'illusion qu'on va pouvoir le breveter, c'est-à-dire l'approprier pour l'avenir? On nous parle de l'impossibilité d'évaluer les impacts et on est bien d'accord, c'est tout à fait impossible. La méthode analytique ne permet pas de savoir ce qu'un système complexe va faire par rapport aux perturbations qu'on lui fait subir. Et c'est pour ça que nous plaidons, non pas pour qu'on supprime la méthode analytique, mais pour qu'elle soit complétée, voire encadrée par une évaluation globale qui ne cherche pas à savoir quels seront les résultats de telle ou telle action, mais de savoir si on touche à quelque chose qui est fondamental ou pas dans l'organisation des systèmes. La question est radicalement différente, mais on a absolument besoin de ce type d'approche. L'approche analytique, elle est hors éthique, elle est hors limite. Chacun, à partir du moment où il est capable de faire quelque chose, le fait, à peu de choses près, sauf s'il assassine directement son voisin, on est d'accord. Ce n'est pas possible. On voit où ça mène. Il faut quand même comprendre qu'on est en train de détruire le monde et on ne peut pas dire tout va bien, ce n'est pas possible. Donc, il nous faut tout de même un cadre qui soit radicalement différent sur le plan philosophique, que nous, on a appelé évaluation globale et qui, encore une fois, va s'intéresser au devenir des systèmes dans lesquels nous vivons, qui nous permettent de vivre. Marianne Ariot qui demande pourquoi pouvoir éviter les controverses. Au contraire, n'est-il pas très important de pouvoir en parler librement? Rapidement, peut-être Morgane là-dessus, je pense que vous partagez le point de vue. Tout à fait d'accord. Ma position, ce serait il faut justement multiplier les controverses. Les controverses, c'est une façon de se poser, d'élargir le débat sur les sciences et techniques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Jacquemart vient de dire. Le rôle aussi des ONG, d'autres associations, c'est de poser d'autres types de questions. Une question, est-ce que c'est efficace, c'est maîtrisable? Mais il y a aussi d'autres types de questions qu'il faut poser. Donc, moi, les controverses, c'est à la fois très intéressant de analyser, mais aussi, justement, ça fait réagir les acteurs, ça fait discuter. Et quand on dit controverse, on dit souvent aussi production de nouvelles connaissances, production de nouvelles réglementations, de nouvelles lois, etc. Bon, les controverses sont aussi productives. Elles créent des nouvelles connaissances et elles instituent souvent de nouvelles réglementations. Merci de cette invitation. Et puis, je pense que
Comme je l'ai dit dans ma présentation, la biologie de synthèse, c'est une nouvelle discipline. Je pense qu'elle a le potentiel de résoudre de nombreux problèmes écologiques, environnementaux. C'est, à mon sens, la meilleure solution dont on dispose pour résoudre de nombreux problèmes environnementaux. Il y a bien sûr à prendre en compte la dimension éthique et il faut faire les deux. Mais rejeter la biologie de synthèse parce qu'il y a des risques, et bien sûr, il y en a, mais il faut les prendre en considération. Ce serait se couper de cette solution qui est une des meilleures options qu'on ait pour réussir à la transition environnementale, transition écologique. Pareil, merci pour l'invitation. Pour conclure, je dirais que le débat qu'on vient d'avoir, avec une pluralité de points de vue, c'est exactement le débat qu'on doit avoir sur la biosynthèse, avec à la fois des chercheurs qui font le travail sur la paillasse, qui connaissent les bactéries, les virus, les plantes, etc., et des gens des différentes disciplines des sciences sociales. On peut aussi s'imaginer encore plus d'éthique ou plus d'histoire ou de philosophie, et aussi d'autres points de vue des ONG, donc France Nature Environnement ou Vivagora, ou on peut aussi penser à la Fondation Sciences Citoyennes. Et pour moi, un débat doit être voilà, à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire. Parler de science, mais aussi ne pas perdre de point de vue les différentes visions, les différentes façons de voir la science et l'innovation d'autres acteurs et d'associations. Aujourd'hui, c'est le dernier webinaire qui avec pour fil conducteur, hein, c'est le 4e, les défis d'adaptation. C'est une fin de webinaire, mais c'est le début de quelque chose puisque l'idée, c'est de maintenant travailler avec le futur ou la future directrice de l'ITE, puisque Luc Abadi, je crois, est en fin de mandat. Donc, l'idée, c'est évidemment de pouvoir faire que ces 4 webinaires aient enclenché et susciter peut-être des projets collaboratifs inter- ou transdisciplinaires. Et nous allons très vite organiser donc, et diffuser des AMI, donc les appels à manifestation d'intérêt, de façon à pouvoir amorcer des projets et donc à les soutenir financièrement avec un petit budget qui permettra ensuite, je l'espère, eh bien, de déboucher ensuite sur des projets un peu plus porteurs. Donc l'idée, c'est eh bien, de diffuser ces AMI donc, via nos listes de diffusion et donc ce sera un budget assez petit, mais quand même qui permet d'amorcer. Hein, le but, c'est de faire rencontrer et de mettre en lien des projets interdisciplinaires ou transdisciplinaires. Donc, ça sera des budgets entre 5 et 10 KE. Donc, vous en saurez plus très prochainement. Nous allons immédiatement caler des dates pour définir précisément le contenu de ces AMI, les budgets possibles. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses candidatures.